Dans cette vidéo, nous traitons des principes de prise en charge des fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus. Le topo a été réalisé par le Dr Kenyol sous la direction du Dr Lavignac. C'est une fracture fréquente qui touche 65 000 personnes par an en France. Cela représente 5% de toutes les fractures. Il s'agit essentiellement de patients âgés avec un âge moyen de 75 ans. Du fait du vieillissement de la population, son incidence est en augmentation. L'ostéoporose joue un grand rôle dans cette épidémiologie, puisque l'extrémité supérieure de l'humérus est le troisième site fracturaire dans cette pathologie. Le sujet jeune est rarement concerné, lors de traumatismes à haute énergie essentiellement. Pour comprendre ces fractures, il faut comprendre l'anatomie et la biomécanique de l'extrémité supérieure de l'humérus. Cette dernière est constituée de 4 fragments: la tête humérale, qui est la surface articulaire, le tubercule majeur, sur lequel s'insèrent les muscles supra- et infraépineux, le tubercule mineur, sur lequel s'insère le muscle subscapulaire, et la diaphyse humérale. L'angle cervico-diaphysaire est de 135 degrés. La détermination de cet angle dans le cadre d'une fracture permettra de déterminer des fractures en varus ou en valgus, ce qui aura un impact sur la thérapeutique. La hauteur du tubercule majeur est de 8 mm, valeur qui est à retenir lors de l'ostéosynthèse de ce dernier. L'angle de rétroversion de la tête humérale par rapport à la ligne biépicondylienne est de 35 degrés. La vascularisation de la tête humérale est assurée par l'artère humérale ou brachiale, qui va donner une artère circonflexe antérieure et une artère circonflexe postérieure qui s'anastomose en latérale. Les plus récents travaux sur la vascularisation de la tête humérale ont montré que l'essentiel de l'apport vasculaire était assuré par l'artère circonflexe postérieure. Cette dernière chemine à la partie médiale de la métaphyse de l'humérus proximal. L'atteinte ou non de cet éperon médial ou charnière médiale représente donc un élément pronostique important et doit être recherché sur les imageries. Les 4 fragments que je vous ai présentés sont délimités par des lignes de faiblesse, site préférentiel des traits de fracture. Les insertions des muscles périhuméraux expliquent les déplacements habituels de ces fragments. Le tubercule majeur est emporté vers le haut et l'intérieur par le supraépineux, le tubercule mineur vers l'intérieur et l'avant par le subscapulaire, la diaphyse également par le grand pectoral. Quant à la tête, naturellement rétroversée, elle part souvent en arrière du fait de son impaction contre la glène. Le premier à avoir compris ces principes biomécaniques est Codman en 1934. Il propose une classification qui détaille tous les cas de figure possibles. On retrouve donc des fractures à 2 fragments ou 2 parts, des fractures à 3 parts et une fracture à 4 parts. C'est une classification reproductible et toujours valide, mais qui présente des limites. En effet, elle ne prend pas en compte la notion de déplacement des fragments et ne mentionne pas certaines formes fracturaires particulières. Les fractures luxation, les fractures à la tête humérale articulaire vraie et les fractures par impaction, encore appelées encoche humérale. En 1970, Neer reprend et améliore les travaux de Codman. Il développe une classification exhaustive et introduit la notion de fracture déplacée. Il considère comme déplacées les fractures avec un fragment déplacé de 1 cm, ou bien qui présentent une angulation de plus de 45 degrés avec la normale. Enfin, en 2004, Hertel développe à son tour une classification. Celle-ci reprend à nouveau la classification de Codman, les 4 fragments étant ici représentés par des briques de Lego. Comme Codman, il existe alors 12 types de fractures. Mais son originalité tient dans la prise en compte du risque vasculaire. Il montre qu'il existe 3 facteurs prédictifs de l'ostéonécrose de la tête humérale. Une extension métaphysaire inférieure à 8 mm, une charnière médiale atteinte, ou encore un type de fracture intéressant le col anatomique. Ce sont les fractures 2, 9, 10, 11 et 12 de sa classification. Il montre que si ces 3 facteurs sont présents, il existe alors un risque de nécrose de la tête humérale de 97%. Ainsi, si les principes basiques de biomécanique avaient été compris dès 1934 par Codman, Neer et Hertel ont chacun apporté des innovations qui reflètent la meilleure compréhension de ces fractures.
C'est aujourd'hui la classification de NIR qui est la plus utilisée dans le monde. Le traitement de ces fractures doit s'établir en fonction de la population concernée. Si le patient est jeune, l'objectif est la restauration maximale de sa fonction. Il faudra donc s'attacher à tout prix à obtenir une ostéosynthèse anatomique. Si le patient est plus âgé ou a une demande fonctionnelle plus faible, l'objectif est différent. Il faudra rechercher une diminution des douleurs et espérer des objectifs fonctionnels réalistes. Si c'est une fracture à 2 fragments, il faut regarder les critères de NIR révisés pour poser une indication chirurgicale. Un déplacement linéaire de plus de 5 mm ou angulaire de plus de 25 degrés nécessite une ostéosynthèse par plaque ou clou. Si ce n'est pas le cas, il faut conduire un traitement orthopédique par coup de corps. Une fracture à 3 ou 4 fragments nécessite une ostéosynthèse. Si l'ostéosynthèse n'est pas possible, une indication de prothèse d'épaule peut être discutée. Chez la personne âgée, il faut considérer plusieurs critères pour choisir entre ostéosynthèse et prothèse totale d'épaule inversée. Un âge supérieur à 75 ans, une mauvaise qualité osseuse, un risque d'ischémie selon les critères de Hertel, une ostéosynthèse techniquement impossible, une coiffe déficiente ou encore une luxation associée doivent faire préférer la prothèse. Enfin, chez les patients très âgés avec de grosses comorbidités ou une demande fonctionnelle faible, il faudra discuter le traitement orthopédique ou la prothèse totale d'épaule inversée. 2 voies d'abord existent pour aborder l'extrémité supérieure de l'humérus. Tout d'abord la voie deltopectorale, qui présente l'avantage de respecter le deltoïde et la coiffe. On voit ici qu'on arrive sur le deltoïde. On le récline en dehors pour accéder à l'articulation gléno-humérale. On procède à l'ablation de la tête native. On peut avec cette voie bien travailler la glène. La voie antéro-supérieure offre une meilleure vue sur le tubercule majeur, mais nécessite un abord transdeltoïdien et à travers la coiffe. Pour résumer, on doit retenir une classification, qui est celle de NIR. 2 objectifs du traitement, la fonction chez les jeunes et le soulagement de la douleur chez les personnes âgées. 3 facteurs de risque d'ischémie selon Hertel, la hauteur de l'éperon médial, l'atteinte ou non de la charnière médiale, et enfin le type de fracture. 4 traitements possibles, orthopédique, par ostéosynthèse, l'hémiarthroplastie, ou enfin la prothèse totale d'épaule inversée. 5 critères pour guider le choix thérapeutique chez la personne âgée. L'âge supérieur à 75 ans, une mauvaise qualité osseuse, un facteur de risque d'ischémie selon Hertel, une coiffe déficiente ou une reconstruction impossible. Nous vous recommandons la lecture de 4 articles. Les articles de Meuret et Meyer qui reviennent sur les principes de classification et de traitement des fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus. Nous vous recommandons également l'article de Lopis qui est une étude prospective, randomisée et comparative entre l'arthroplastie inversée d'épaule versus le traitement non chirurgical des fractures 3 et 4 parts de l'extrémité supérieure de l'humérus chez la personne âgée. Et enfin l'étude d'Hertel qui s'est attachée à mettre en évidence les facteurs de risque indépendants d'ostéonécrose après fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez suivre l'actualité scientifique de notre département en vous abonnant à notre chaîne YouTube OrthoLivestream. Merci et à bientôt.